Oui, bonjour, donc je suis docteur vétérinaire Tricky, professeur en parasitologie et maladies parasitaires à l'Institut vétérinaire de Blida, Algérie. Aujourd'hui, on va entamer un cours très important qu'est la toxoplasmose. Qu'est-ce que la toxoplasmose? La toxoplasmose est une zoonose, c'est-à-dire une maladie commune à l'homme et aux animaux. C'est une zoonose infectieuse, elle est inoculable, d'accord? Elle est due au développement d'un protozoaire intracellulaire strict qu'on appelle Toxoplasma gondii. C'est un parasite ubiquiste, vous allez voir, il se retrouve un peu partout, d'Ixelles, qui reconnaît comme hôte définitif presque exclusivement le chat. Pourquoi presque? Parce qu'il peut toucher certains félidés sauvages. Ça a peu d'intérêt pour nous. Mais comme hôte intermédiaire, c'est toute une panoplie d'animaux à son chaud. Ça peut être des mammifères herbivores, des omnivores, des rongeurs, des carnivores et même la volaille. Donc vous voyez bien que ça touche des groupes zoologiques très larges. Son importance est surtout sanitaire, puisqu'il touche, le côté le plus dangereux, c'est que lorsqu'il touche la femme enceinte, ça devient très grave. Par contre, en dehors de la grossesse, ça ne présente aucune gravité. Alors, c'est considéré par l'OMS comme étant la troisième cause infectieuse de mortalité d'origine alimentaire, après la salmonellose et la listériose. Juste une petite parenthèse, la salmonellose et la listériose sont des maladies dues à la sortie, à la prolifération de germes saprophytes. C'est que le salmonella, par exemple, Typhimurium, il se retrouve beaucoup chez les herbivores, en particulier chez les bovins, comme en aviaire. Il fait partie de la flore bactérienne, d'accord? Comme Listeria monocytogenes, qui est l'agent de la listériose, dont la contamination fait suite à l'ingestion de charcuterie en général ou de produits laitiers comme les fromages et les fromages durs. Voilà, au passage. Alors, c'est une maladie qui est très répandue à l'échelle géographique, donc elle est cosmopolite, mais même à l'échelle, comme on vient de le voir, zoologique, parce qu'elle touche des groupes très variés, autant des mammifères, autant de la volaille, l'humain, etc., etc. Alors, diapo suivante. Alors, l'historique, il est intéressant de s'attarder un tout petit moment pour dire que c'est une maladie relativement récente qui a été découverte, dont l'agent causal a été découvert la première fois en 1908. Ça s'est passé à l'Institut Pasteur de Tunis, suite à une épidémie de toxoplasmose chez un rongeur qu'on appelle le gondi. En arabe, on appelle talot, le gondi. C'est Ctenodactylus gondi. Alors, c'est grâce à l'équipe de chercheurs de Charles Nicolle qui ont pu mettre en évidence cet agent causal, et ils l'ont appelé toxoplasma. Toxon vient du grec pour dire arché et plasma pour dire forme. Donc il a la forme arché ce parasite. Entre 1920 et 1930, les premiers cas humains furent décrits, mais décrits bien sûr un peu plus dans les détails, le côté épidémiologique, le côté thérapeutique. C'est pour ça que ça a pris une dizaine d'années. Mais en fait, on a tardé à confirmer l'hôte définitif, le chat. Il fallait attendre 1969 pour pouvoir être sûr que c'est bien le chat qui est l'hôte définitif. La diapo suivante. Les espèces affectées, bien sûr, je me répète, c'est pas grave. L'hôte définitif étant le chat, mais les hôtes intermédiaires, ce sont les animaux à sang chaud, les homéothermes. Donc on retrouve aussi bien des mammifères herbivores, comme les ovins en particulier, vous allez voir les caprins, et secondairement peut-être des bovins. Mais on retrouve aussi des carnivores, on peut retrouver des omnivores, on peut retrouver des rongeurs, comme le fameux gondi de tout à l'heure, et enfin on peut retrouver la volaille. Donc vous voyez bien que c'est un parasite qui est vraiment ubiquiste. La suivante. Du point de vue répartition géographique, vous regardez les nuances de couleurs, vous remarquerez que la prévalence est surtout forte dans l'hémisphère nord par rapport à l'hémisphère sud. Pourquoi? C'est dû à deux facteurs. Le premier facteur étant le climat. C'est un parasite qui va préférer les climats relativement chauds et humides surtout. Et aussi et surtout, c'est lié aux habitudes alimentaires. Pourquoi l'hémisphère nord? Parce que l'hémisphère nord, ils sont plutôt friands
de viande peu ou pas cuite, du style viande tartare ou viande saignante. C'est comme ça qu'ils peuvent contracter plus fréquemment la toxoplasmose par rapport à l'hémisphère sud, pour ne pas dire dans nos régions, dans les régions maghrébines, où nous c'est tout l'inverse, on porte tout à forte cuisson. On aime bien les sauces, les daubes, etc. Donc la forte cuisson détruit le parasite. La suivante. Alors, ça c'est très intéressant dans les enquêtes de ce qu'on appelle de séroprévalence. C'est-à-dire on essaie de voir le taux d'infectés, la prévalence, par rapport à la sérologie. Deux grandes études ont été faites, une chez l'humain et l'autre chez les animaux. Alors chez l'humain, ça s'est fait surtout dans la région parisienne, mais ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est que ça s'est étalé sur plus de 20 ans. Et on a remarqué que dès le début de l'enquête, dans les années 83, que pratiquement, combien il y a, 71%? Oui, 71% de la population était séropositive, c'est incroyable. Et lorsqu'on a fait, 4 ans plus tard, en 87, la séroprévalence chez les femmes enceintes, on a remarqué des taux de 71% dans ce cas. Voilà. Et puis au fur et à mesure des enquêtes, on est arrivé jusqu'à 2003 pour que ça retombe à 44% en 2003. Voilà. Pourquoi de 71% on est retombé à 44%? Tout ça dénote l'efficacité des mesures prophylactiques qui ont été menées à grande échelle. D'accord? Maintenant, la deuxième branche enquête, c'est tout ce qui a touché les animaux. Ce qui est intéressant pour nous, quelles sont les viandes, j'allais dire, à haut risque? On remarque que c'est d'abord la viande ovine. Parce que les ovins peuvent atteindre une séroprévalence de l'ordre de 72%, ce qui est énorme. En deuxième position vient la chèvre, avec une 52%, puis vous avez le porc pour ces pays, puis la volaille, autour de 20%, et enfin les bovins sont les moins à risque par rapport aux autres viandes animales. Donc retenez surtout la viande ovine. Ça tombe bien, nous sommes un pays d'élevage de moutons. La suivante. L'étiologie, taxonomie. À la taxonomie. Donc nous sommes toujours dans les Apicomplexata, okay, dans la classe des Coccidia, Oxylioida, la famille des Héméridés, le genre Toxoplasma et l'espèce la plus importante, Toxoplasma ugandii. La particularité, c'est que c'est un parasite qui, au stade oocyste sporulé, ne présente que 2 sporocystes contenant chacun 4 sporozoïdes, à l'opposé des Emeria par exemple, qui avaient 4 sporocystes avec 2 sporozoïdes. La suivante. La morphologie. La morphologie. Comme on l'avait déjà vu, notamment avec la néosporose, la morphologie va être différente d'une étape à une autre du cycle évolutif. Alors, lorsqu'il est au stade bradyzoïde, au stade bradyzoïde, le bradyzoïde est un petit parasite, comme vous le voyez sur la photo, qui est arqué. Il mesure 4 à 6 microns, il est tout petit, et il est contenu dans des kystes. Alors, le kyste a la particularité d'avoir une membrane plutôt rigide et épaisse, qui peut contenir des centaines, voire des milliers de bradyzoïdes. Alors, bradyzoïde, voulant dire une reproduction lente. Ça, c'est sa morphologie. Donc, c'est un petit parasite. Sa particularité biologique, c'est que c'est un parasite inactif. Plutôt, à ce stade-là, il est inactif. Ok? Ça veut dire qu'il n'est pas pathogène. Sauf que c'est l'élément de dissémination du parasite. La suivante. Alors, ce sont des photos qui nous montrent les kystes à bradyzoïdes, dont 2 localisations très particulières, les plus fréquentes, c'est le tissu musculaire et le système nerveux central. Et vous remarquez quand même une petite différence de morphologie du kyste. Il est plutôt allongé lorsqu'il se loge dans le muscle, pour la simple raison, c'est qu'il épouse la forme de la myofibrille. D'accord? Par contre, il est plutôt circulaire lorsqu'il est au niveau du système nerveux central. La suivante. Deuxième forme que l'on peut retrouver, ce sont les tachyzoïdes. Alors les tachyzoïdes sont légèrement plus grands, 6 à 8 microns, eux aussi sont arqués. Et c'est grâce à la microscopie électronique qu'on peut montrer ces détails d'organites, notamment le complexe apical qui se retrouve
à l'une des extrémités de la cellule. C'est, comme son nom l'indique, c'est une structure assez complexe qui joue un rôle très important dans dans la progression du parasite. Ça permet la fixation et en plus ça permet l'ouverture un petit peu cellulaire pour pouvoir pénétrer. Alors, comme son nom l'indique aussi, c'est un parasite à reproduction rapide qui est contenu plutôt dans des pseudokystes. Pourquoi on dit pseudo? Parce que la membrane est finie. Mais pouvant contenir, elles aussi, de centaines, voire des milliers de tachyzoïdes. Ça, c'est sa morphologie. D'un point de vue biologique, c'est la morphologie végétative, c'est la forme végétative du parasite, c'est-à-dire c'est la forme active du parasite. C'est elle qui est à l'origine des lésions. Ce sont les tachyzoïdes. Okay, alors que les bradyzoïdes sont plutôt enquistés, ils sont inactifs. La suivante. Une autre forme que l'on peut rencontrer, et donc bradyzoïdes et tachyzoïdes, c'était chez l'autre intermédiaire. Chez l'autre définitif, chez le chat, lui va plutôt émettre des zookystes. Ils sont d'abord simples, et puis ils vont se diviser de façon asexuée pour donner un ookyste sporulé avec 2 sporocystes contenant chacun 4 sporozoïdes. Alors l'ookyste simple est relativement plus grand que ce qu'on avait vu précédemment. Il est de l'ordre de 10 à 12 microns et c'est ce qu'on peut observer lorsqu'on fait par exemple des coprologies. La suivante. Voilà. Maintenant, la biologie du parasite. Comment il se reproduit? C'est exactement comme on l'avait vu pour la néosporose. Il suffit seulement de changer les hôtes. Vous changez l'hôte définitif, vous enlevez le chien de la néosporose, vous mettez le chat, et pour l'hôte intermédiaire, vous mettez les animaux à sang chaud pour la toxo à la place de la vache. Voilà. Et sinon, tout le reste est à l'identique. Je reprends. L'hôte définitif, le chat, va s'infester en ingérant des ookystes sporulés contenus dans l'aliment de boisson, comme il peut, par carnivorisme, ingérer de la viande mal cuite contenant des kystes à bradyzoïdes. Donc, bradyzoïdes et sporozoïdes, tous deux vont pénétrer dans la cellule épithéliale du tube digestif du chat et vont subir dans un premier temps une schizogonie. Dans un deuxième temps, ils vont donner des gamètes, micro- et macrogamètes, qui vont fusionner pour donner l'ookyste simple. Cet ookyste simple va faire de nouveau éclater la cellule épithéliale et dans la lumière intestinale, il est rejeté dans le milieu extérieur avec les matières fécales. Dans le milieu extérieur, grâce à des conditions ambiantes de température, d'humidité et d'oxygénation, il va subir une division asexuée, c'est la sporogonie. Voilà. Si on en reste là, s'il n'y a que des chats, il n'y a pas d'autres intermédiaires dans les parages, c'est un cycle monoxène. La suivante. Par contre, s'il y a autour un autre intermédiaire, qui soit un mammifère herbivore, carnivore, etc., ou l'homme, ils vont s'infester en ingérant des zookystes sporulés. Ces zookystes sporulés vont libérer les sporozoïdes, et ces sporozoïdes vont avoir une autre destinée. Ils vont se transformer d'abord en tachyzoïdes, et grâce à la circulation sanguine, ils vont envahir certains organes, surtout, ils vont traverser le placenta chez les femelles gestantes. Et c'est ainsi qu'ils vont contaminer la descendance, c'est-à-dire le fœtus. Par la suite, si tel n'est pas le cas, s'il n'y a pas de gestation, si c'est vide ou si c'est des mâles, ils vont se transformer en bradyzoïdes qui vont être contenus dans des kystes musculaires ou dans le système nerveux central. Ils vont rester là en latence. Le cycle va reprendre si le chat ingère, par exemple, de la viande mal cuite, de mouton ou autres espèces de mammifères herbivores, etc. Ils vont ingérer des bradyzoïdes et le cycle va reprendre. C'est clair? Alors, en bilan, la suivante. La suivante encore. On assiste en fait à 3 types de cycles épidémiologiques. Un cycle monoxène, c'est-à-dire où ça s'entretient qu'avec le chat, parce qu'il n'y a pas d'autre intermédiaire dans les parages. C'est le cas particulier des chats
maintenus dans un appartement, par exemple, ou dans une villa, qui s'infestent et qui peuvent infester leurs congénères, et le cycle va s'entretenir entre chats, sans plus. Donc, ça va être une vulgaire coccidiose, l'exchizogonie, gamogonie, d'accord, chez eux, chez l'autre, et sporogonie dans le milieu extérieur. À ce moment-là, la période prépatente, elle est de l'ordre, je crois, de 3, 5 semaines. Ça, 5 semaines. Deuxième type de cycle, c'est le cycle classique de la toxoplasmose, c'est un cycle d'Ixen faisant intervenir l'hôte définitif et l'hôte intermédiaire. Donc vous allez trouver un cycle coccidien chez le chat et l'endodiogénie, tachyzoïde et bradyzoïde, chez l'hôte intermédiaire. Troisième type de cycle, c'est un cycle hétéroxal, sauf que là, ça fait intervenir deux hôtes intermédiaires. Et le cas typique, c'est l'homme, hôte intermédiaire, qui va ingérer de la viande mal cuite de mouton, qui est un autre hôte intermédiaire. Ok? Et ils vont provoquer la toxoplasmose aussi. Donc retenez qu'il y a bien trois types de cycles épidémiologiques. La suivante. Alors, comment l'humain se contamine? Il peut se contaminer de plusieurs façons. La façon la plus simple, c'est ingestion d'aliments, c'est-à-dire de végétaux ou d'eau de boisson contenant des ovocytes sporuleux. Là, ça va provoquer ce qu'on appelle une toxoplasmose acquise. Il vient de l'acquérir. Okay? Comme il peut ingérer de la viande, peu ou pas cuite, mal cuite, contenant des kystes abradizoïdes. Ok? Comme il peut, par l'intermédiaire de tachyzoïdes, passer la barrière placentaire et aller infester la descendance, le fœtus. C'est une transmission transplacentaire. D'accord? La suivante. On va se reprendre, ne vous en faites pas, on va reprendre encore plus dans les détails. C'est quoi ça? Remarque sur le cycle évolutif. Alors, remarque sur le cycle évolutif, pour faire très simple maintenant, c'est le cycle d'Ixen. Regardez le cycle typique avec hôte définitif le chat. Chez le chat, schizogonie, gamogonie, d'accord? Et dans le milieu extérieur, la sporogonie. Chez l'hôte intermédiaire, endodiogénie. Formation de pseudokystes avec des tachyzoïdes et formation de kystes avec des bradyzoïdes. Voilà. Cycle coccidien, sporogonie dans le milieu extérieur, endodiogénie chez l'hôte intermédiaire. C'est quoi ça? C'est la durée de chaque stade. Chaque stade, dites-moi à peu près ce que c'est. Sporocyste tellurique, c'est 10 à 12 jours. 12 jours, très bien, oui. Ingestion kyste abradizoïde, c'est une semaine. Une semaine. Sporogonie, 4 à 8 jours. Parasitémie, 8 à 10. 8 à 10 jours. Parasitémie, vous le comprenez, c'est le passage des tachyzoïdes à travers le sang pour aller se disséminer dans l'organisme. Allez, la suivante. Épidémiologie. L'épidémiologie. Alors d'abord, comme toute épidémiologie, l'étude épidémiologique, l'épidémiologie descriptive. Dans l'épidémiologie descriptive, qu'est-ce qu'il y a de mentionné? C'est une zoonose. C'est une zoonose, oui. Cosmopolite, oui. Cas clinique sporadique. Oui. Nombre d'adultes immunisés. Bon, 20 à 50% dans les régions. Très bien. Ça, c'est intéressant. C'est ce qu'on avait vu dans la répartition géographique. Donc, on voit que dans les régions plutôt africaines, dans l'hémisphère sud, la prévalence est plutôt faible. Elle est de l'ordre d'une cinquantaine de pourcents, elle n'excède pas, contrairement à l'hémisphère nord, qui est plutôt de l'ordre de 50 à 70%. Je vous ai dit, c'est un peu le climat, mais c'est aussi, surtout, les habitudes alimentaires, parce qu'ils sont friands de steak saignant. Et puis Important, chat à la maison. oui, ça c'est important. Un chat à la maison, qui par exemple nourrit exclusivement avec de l'aliment industriel, ne présente aucun risque de toxoplasmose. Aucun. Ou alors, un chat à la maison qui ne joue pas, qui ne chasse pas de petits rongeurs, zéro risque de contamination. Au point où, en Europe, ils ont fait une étude coprologique sur 24 millions de chats. Seuls 0,11% se sont avérés positifs. Vous vous rendez compte? C'est pratiquement un cas sur des millions, sur 10 millions, sur 15 millions. Ok. Autre chose, oui? C'est bon ici? Ok. La suivante.
Modalité de transmission. Modalité de transmission, on l'a dit, on peut dire qu'il y a deux voies. La voie horizontale, c'est par ingestion d'aliments, d'eau, de boissons contenant des organismes sporulés, ou alors ingestion de viande mal cuite contenant des kystes abrasives. La deuxième voie, c'est la voie verticale, par voie transplacentaire, c'est le passage des tachyzoïdes dans le fœtus. Oui. C'est ça? Ouais. Comment l'homme peut... Oui, comment l'homme, c'est une autre façon de voir les choses. Il a 4 opportunités, entre guillemets, de contracter la toxoplasmose. La première, c'est lorsque on change la litière d'un chat, on va dire toxoplasmique. On ne porte pas de gants, on peut avoir quelques ookystes sporulés sur la main, on porte ça à la bouche et c'est comme ça qu'on peut contracter. Deuxième façon de contracter la toxoplasmose, ceux qui font du jardinage. Ceux qui font du jardinage, ils ont un chat infesté qui va déféquer comme ça dans la nature, sur la culture maraîchère par exemple. Okay, et idem, si on ne se lave pas les mains, si on ne porte pas des gants, etc., si on porte à la bouche, on va contracter. Troisième modalité de contracter la maladie, c'est l'ingestion de viande mal cuite. Et quatrième possibilité, c'est l'ingestion de végétaux ou d'eau de boisson, enfin d'aliments ou d'eau de boisson contaminés qui n'ont pas été lavés. Voilà. La suivante. C'est quoi ça? Oui, je me reprends. Vous voyez que si j'insiste autant, je me reprends plusieurs fois sur des diapos pour montrer le mode de transmission. C'est un élément fondamental. Si on ne comprend pas le mode de transmission, il est impossible de mettre en pratique des mesures de prophylaxie. C'est très important. Donc on a très bien compris, il y a 2 voies de contamination, l'horizontale et la verticale. Dans l'horizontale, c'est ingestion d'aliments d'eau de boisson contaminés par des ookystes sporulés ou ingestion de viande mal cuite contenant des kystes abrasizoïdes. Et la deuxième, la voie verticale, transplacentaire, c'est le passage des tachyzoïdes. La suivante, ça c'est La résistance aux parasites. Oui, ça c'est très intéressant. Ça. On sait qu'ils peuvent survivre, comment dirais-je, aux produits antiseptiques, ils peuvent résister à la chaleur et à l'humidité surtout, entre 12 et 18 mois, ce qui est énorme. Mais par contre, heureusement, les solutions ammoniaquées à 10% détruisent le parasite. Ça c'est intéressant. Oui, encore? Destruction des tachyzoïdulés. Des tachyzoïdulés, je pense que la pasteurisation même basse, à 56 degrés, pendant 15 minutes, va le détruire. Ou alors la congélation à moins 4 degrés peut le détruire, je crois, en 24 heures. 24 heures. 24 en 24 heures. Les tachyzoïdes sont les éléments, heureusement, les plus fragiles. Est-ce qu'il y a encore? Alors oui, je sais que, que chez la chèvre, on peut reproduire expérimentalement la maladie. Mais dans les conditions naturelles, on n'a pas vu de cas. De 1. De 2, chez la vache, le lait de vache, on a recensé un cas à travers toute la planète. C'est pour cela que l'on considère, alors c'est pas ici, c'est pas grave, on le reprendra. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est la pasteurisation et la congélation. D'accord. Température ambiante. D'accord. Vous voyez que c'est plutôt assez fragile. La suivante. La physiopathologie. La physiopathologie. Alors, on va avoir 2 diapos. Une première diapo concernant l'hôte définitif et dans un deuxième temps, on verra l'hôte intermédiaire. Alors, qu'est-ce qui se passe chez l'hôte définitif? On a vu qu'il y a la schizogonie, puis la gamogonie. Dans ces 2 phases, il y a pénétration de l'élément parasitaire dans la cellule épithéliale, ce qui va provoquer des perturbations, leur destruction, etc. Maintenant, l'organisme atteint, le chat, comment va-t-il contrôler cette invasion? Par quel système immunitaire? Alors, si c'est un immunocompétent, il a la possibilité localement de se défendre. D'accord? Des IgA en particulier, des immunoglobulines locales ou par des macrophages. Il arrive à se sortir d'affaire. Mais par contre, si c'est un immunodéprimé,
il n'a pas les mêmes outils de défense, donc il peut y avoir une invasion plus importante ou parfois une reviviscence de kystes en latence, okay, qui vont envahir et détruire et provoquer des lésions. Voilà en gros comment ça peut se passer. Deuxième, la suivante. Maintenant, chez l'hôte intermédiaire, ce qui est important de considérer, et là je m'oriente beaucoup plus sur la femme, la pathogénicité évidemment va dépendre de la forme, on a bien vu que c'était le tachyzoïde, mais ça va dépendre du nombre, d'accord, et de la maturité. Et ça va dépendre d'un autre facteur intrinsèque, de l'âge de la gestation. C'est très important. Tout ça pour arriver à la conclusion suivante qui est fondamentale. Plus l'infestation est précoce et plus la maladie est grave. Inversement, plus elle est tardive et moins elle est grave. Est-ce que c'est clair? Donc, une femme, au cours de sa gestation, elle encourt le plus de risques au début qu'à la fin de la gestation. Au point où, qu'est-ce qu'on voit apparaître quand c'est précoce? On voit apparaître chez l'embryon, voire chez le fœtus, l'apparition d'effets, on le voit bien, tératogènes. Il y a des déformations, il y a une hydrocéphalie, une mégacéphalie, il y a une calcification des espaces interosseux, du crâne, etc., et qui peuvent aller, parfois, jusqu'à la choriorétinite, qui est une lésion assez célèbre chez les toxoplasmiques. Et la choriorétinite, quand bien même il y a naissance, elle peut induire la cécité. Il ne faut pas croire que c'est une petite lésion de rien. Donc quand c'est précoce, ce sont des lésions très graves. Mais si c'est tardif, bon, ce sont des lésions, généralement, soit c'est asymptomatique, soit c'est des lésions qui ne sont pas à craindre. La suivante. La suivante. Voilà. Maintenant, l'ensemble de ces actions, d'accord, physiopathologiques, dans un contexte très particulier du cycle évolutif, on va voir apparaître une symptomatologie. Alors d'abord, chez l'hôte définitif, chez le chat, ça va dépendre de l'âge. Chez les jeunes, ça peut passer inaperçu. Parfois, il peut y avoir de la fièvre avec une bronchopneumonie, ou alors des troubles digestifs, nerveux ou oculaires, d'accord, sans spécificité particulière. Mais par contre, chez l'adulte, chez la chatte, la femelle, en gestation, il peut y avoir des avortements. La suivante. Chez l'hôte intermédiaire, la toxoplasmose, ce qui nous intéresse en premier lieu chez le mouton, c'est que le plus souvent, elle est asymptomatique. Et lorsqu'elle l'est, en gros, c'est des avortements qui se produisent. Okay? Et lorsque on fait l'autopsie, souvent, on découvre des fœtus avec des lésions très caractéristiques. Ce sont des fœtus momifiés, miniaturisés et brun chocolat. Je ne peux pas dire que c'est pathognomonique, je dirais que c'est hautement évocateur de la maladie. En plus, on va trouver des lésions nécrotiques sur les cotylédons. Comment ça se présente? Sur un fond rougeâtre, c'est-à-dire d'une inflammation aiguë, on va trouver des petits points blanchâtres. Ces petits points blanchâtres correspondent à des zones nécrotiques. Donc vous voyez qu'il y a une image quand même assez particulière qui peut nous aider dans le diagnostic. La suivante. Alors c'est différentes lésions sur différentes régions du corps, d'accord? Ok. C'est surtout cette histoire de nécrose et de cotylédons inflammés. La suivante. Chez l'homme. Alors je ne vais pas trop m'étaler parce que là il nous faudrait un cours complet pour parler que de la toxoplasmose humaine. En résumé, il y a deux types de toxoplasmose. Il y a la toxoplasmose dite acquise, on a vu dans quelles conditions, c'est-à-dire lorsque ça ingère un oocyste sporulé ou des kystes abrasizoïdes, d'accord? Et une toxoplasmose congénitale, c'est-à-dire transmission par voie transplacentaire. En gros, dans la première, elle peut passer inaperçue. Okay? Sauf que parfois, on peut trouver de l'asthénie
Et ce qui peut attirer, moi j'ai déjà vu un cas par hasard comme ça dans un hôpital, c'est une adénite cervicale, mais assez spectaculaire, avec des ganglions, mais vraiment, la chaîne ganglionnaire du cou, elle est vraiment bien mise en évidence. Qu'est-ce qu'il y a encore de particulier ici? Atteinte oculaire d'emblée, Oui. spontanément résolutif. D'accord. La suivante. Et ça c'est La congénitale. la congénitale. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Plus tôt ça infeste et plus c'est grave. Plus c'est tardif et moins ça dégrave. Et je vous ai dit en gros les effets tératogènes que cela puisse produire. C'est la mégacéphalie, la grosse tête. Parfois il peut y avoir la microcéphalie, une petite tête. Hein. L'hydrocéphalie, donc une grosse accumulation de liquide à l'intérieur, la calcification des jonctions des os crâniens, il peut y avoir la fameuse choriorétinite qu'on retrouve chez les nouveau-nés. La suivante. Voilà, c'est une photo qui vous montre voilà, une macrocéphalie. La suivante. Donc, j'insiste pas trop. Là, Diagnostic. le diagnostic. Alors, comme tous les diagnostics, d'abord, il est épidémiologique. On a vu dans quelles conditions. On va s'axer sur le climat, chaleur et humidité, et on va axer sur les habitudes alimentaires. Ça, c'est un point très important. Et puis la clinique. La clinique, on a vu, c'est vrai qu'en dehors de la gestation, elle est plutôt asymptomatique. Et pour ne rester que sur le mouton, par exemple, il est vraiment difficile de s'orienter vers la maladie. Hein. C'est vraiment difficile, sauf si la femelle est gestante. À ce moment-là, il peut y avoir de l'avortement. Le diagnostic différentiel, il peut se faire avec deux grands groupes de maladies, celles qui sont abortives, donc il y a toute une panoplie, hein. Ça peut être des rickettsi comme l'anaplasmose, ça peut être des champignons, ça peut être des bactéries, des virus, etc. Bactéries comme la brucellose par exemple, des virus comme la maladie des muqueuses, etc. Maintenant, deuxième forme, c'est la forme surtout nerveuse de méningo-encéphalomyélite. À ce moment-là, le diagnostic différentiel doit se faire obligatoirement avec une maladie qu'on appelle le looping ill, la rage, et avec des bactérioses comme, je pense, la brucellose et la lichteriose. La suivante. Diagnostic expérimental. Oui. Un diagnostic expérimental. Alors, sur le chat, on peut faire des coprologies. Sauf que la coprologie n'est pas très indicatrice, elle ne nous oriente pas tellement. On va trouver des coccidies difficiles à différencier d'isospora, ça va être difficile. On va surtout s'axer sur la sérologie. Alors là, je vais ouvrir une grosse parenthèse, non pas en médecine vétérinaire, mais en humaine, comment on fait. En humaine, on doit faire obligatoirement ce qu'on appelle une cinétique, c'est-à-dire une progression dans le temps. Et pour que cela puisse être possible, il faut au minimum 2 prises de sang à 2-3 semaines d'intervalle. Okay? Pour pouvoir, on va essayer d'en faire un maximum pour essayer de voir l'allure de la courbe que l'on obtient. Si on obtient une courbe dite de Lavier, on va la voir dans un petit moment, c'est comme une courbe de Gauss, hein? C'est qu'on est presque en pleine dedans. À ce moment-là, on va doser les immunoglobulines. 2 immunoglobulines sont très importantes, c'est les IgM et les IgG. Les IgM interviennent le plus précocement, puis tout de suite après, c'est les IgG qui s'élèvent aussi. D'accord? Par la suite, les IgM ont tendance à diminuer et c'est les IgG qui prennent le relais en entier. La suivante, vous allez voir la même. Oui, ça c'est lorsque à la nécropsie, on peut retrouver des fameux kystes à bradizoïdes. Oui, la suivante. Ça c'est Haute intermédiaire. Oui. La saison inédite. Oui, d'accord, la suivante. Toxoplasmose acquise. D'accord, on a déjà dit quelques mots. On va pas trop ça. Voilà la fameuse courbe dite de Lavier. Vous voyez, c'est comme une courbe de Gauss. Et vous voyez le démarrage des différentes immunoglobulines. Je ne vous ai pas parlé des IgA, ça se fait secondairement, c'est lorsqu'on est entre les deux. L'essentiel, c'est comment pouvoir interpréter ces résultats. Ce n'est pas très compliqué. Si je vous dis qu'on trouve des IgM et des IgG,
Ça va vouloir dire quoi? Précoce. L'infection a été précoce. L'infection est précoce. Cette année, on est dans une forme aiguë qui démarre. Si je vous dis IgM négatif, IgG négatif, absence de contact avec les toxoplasmes, il n'y a pas de toxoplasmose, zéro. Si je vous dis maintenant IgM négatif, IgG positif, chronique, elle est tardive. Vous comprenez ça? C'est au-delà de 6 mois. C'est comme ça. La datation est très importante de la toxoplasmose. Pourquoi elle est très importante? On l'a vu tout à l'heure. C'est de là que dépend la gravité de la maladie. Plus c'est précoce et plus c'est grave. Plus c'est tardif et moins ça l'est. C'est pour ça qu'on est obligé de faire une datation. Alors d'un point de vue légal, même en Algérie ça l'est appliqué, la sérologie prénuptiale, c'est-à-dire avant le mariage, avant la noce, est obligatoire. 2 cas de figure. Si c'est positif, c'est que c'est en contact avec les toxoplasmes et on mettra sous traitement, c'est la spiralisine. Si c'est négatif, obligatoirement, il faudra refaire la sérologie pratiquement chaque mois durant la gestation pour éviter toute mauvaise surprise. Ok? On a bien compris ça? Allez, la suivante, on va peut-être se reprendre. Voilà, c'est le diagramme dont je vous ai parlé. IgG positif, IgM positif, c'est les débutantes, c'est aigu, c'est précoce. IgM négatif, IgG positif, c'est tardif. Voilà. La suivante. Ça c'est Toxoplasmose congénitale. Oui, d'accord. Pronostic. Alors, le pronostic. Vous le voyez clairement, le pronostic chez le chat, il est bon. Il supporte très très bien, en général c'est asymptomatique. Chez l'immunocompétent, il est bon. Chez la femme enceinte, il est mauvais, il faut faire très attention. Et chez les immunodéprimés, c'est très grave. Donc, chez la femme enceinte, c'est grave. Chez les immunodéprimés, c'est très grave. Si vous retenez ça, c'est que vous avez bien compris les risques et les conséquences de la toxoplasmose. La suivante. Le traitement chez la femme. Oui, le traitement. Alors je ne vais pas m'étaler, ce n'est pas le but de ce cours. Sachez que la molécule de base, depuis plusieurs années, constatée jusqu'à maintenant, chez la femme, c'est la spiramycine, quand elle est toxoplasmique. Chez le chat, lorsqu'on confirme une toxoplasmose coccidienne, on utilise un coccidiostatique comme le toltrazuril. Mais on le fait très rarement. Voilà globalement comment on procède. Je ne vais pas rentrer dans les détails du protocole thérapeutique chez la femme, etc. etc. Il n'y a qu'à lire, c'est pour votre information générale. La suivante. Conduite pratique. Oui, ça c'est ce que je vous dis, c'est les détails de la conduite à avoir devant les suspicions de toxoplasmose chez la femme. La suivante. Prophylaxie sanitaire. Prophylaxie sanitaire. Donc, hygiène avec un grand H. On peut reprendre tous les points qu'on a vus tout à l'heure. 1. Bien laver ses végétaux, bien les laver. Lorsqu'on fait du jardinage, utiliser des gants, puis se laver les mains par la suite. Lorsqu'on change la litière du chat, toujours porter les gants. Idéalement, on donne ça au mari et non pas à la femme gestante pour annihiler tout risque de contamination. Ce n'est pas pour autant qu'il y a un risque. Pratiquement le risque est, j'allais dire, presque nul. Même s'il y a un risque sur 1 milliard, on ne le prendra pas. Donc on va laisser une autre personne immunocompétente qui n'a aucun danger, par exemple un homme dans la maison qui fera le changement de litière par exemple. Ok ? Autre point très important, porter à forte cuisson quand on a de la viande ovine, etc. Surtout dans les cas de suspicion, dans les cas de conditions d'endémie de toxoplasmose. Voilà, et c'est l'hygiène. La suivante. Prophylaxie médicale. Prophylaxie médicale, je vous en ai parlé.
c'est le totrazuril éventuellement chez le chat, la spiramycine chez la femme. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire pour un nouveau-né, enfin pour un enfant qui vient enrichir la famille? Il faudra l'habituer à jouer avec le chat pour qu'il se contamine un tout petit peu, et puis lui donner à manger au moins une fois ce qu'on appelle du steak tartare. Bon, ça c'est ce qu'on préconise en Europe parce que les risques sont très, très importants. Pourquoi un steak tartare? Si éventuellement il y a des kystes abrasizoïdes, au moins qui rentrent dans un premier contact avec les toxoplasmes. Voilà, je pense qu'avec ça on a fait le tour de la question. Maintenant si vous avez des questions, vous allez pouvoir les poser en aparté et je vous remercie.